Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de Fortune and Glory de Cliffhanger Game, un jeu de Jason Hill pour 1 à 8 joueurs, âgés de 12 ans et plus. Donc un jeu qui convient très bien aux joueurs solo. Je vais vous présenter un peu le jeu, puis un début de partie. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu avec pas mal de matériel. Un jeu qui prend de la place, là on peut le voir sur mon établi. J'ai pas tout installé puisqu'il y a encore du matériel dans la boîte ici. Il se trouve que j'ai pour cette partie-là, qui va être une partie en solo avec deux personnages tirés au hasard. Ici le docteur Zukov et Sharon Hunter. J'ai donc, avec ces deux héros, j'ai opté pour affronter une des deux organisations de vilains fournies dans le jeu. Il y a les nazis que j'ai choisis. Et puis il y a aussi la mafia. Alors les nazis, on voit les petites aides de jeu qui indiquent un petit peu comment ils fonctionnent. Les nazis, il y a un petit truc sympa, c'est qu'ils ont un zeppelin. Un zeppelin qui va se balader un petit peu partout sur la carte et qui va semer des soldats nazis qui viendront nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Donc le jeu, c'est un jeu 2D, essentiellement. Un jeu 2D et puis de compétences, en fait, de compétences. On retrouve donc des fiches de personnages qui rappellent un petit peu les fiches de personnages de jeux de rôle. Et il y a à chaque fois quatre compétences principales: combat, agilité, lore, la connaissance, cunning, l'astuce, avec un certain nombre de wounds qui sont ni plus ni moins que des points de vie en fait. Quand on arrive à zéro, le personnage ne meurt pas dans ce jeu-là, on meurt pas, on devient KO. Mais KO, c'est quelque chose qui est pas vraiment souhaitable puisque on perd pas mal de son équipement et on revient à sa ville de départ. Chaque personnage a une ville de départ. La Dr Zukov, c'est Moscou. Je prends sa figurine, je la place directement sur Moscou ici. Et Sharon Hunter, elle, est à New York. Ici. Donc le but du jeu, c'est d'amasser un certain nombre de points de fortune. Les points de fortune, c'est cette monnaie ici. C'est un peu pour les héros des points de victoire. Alors, j'utilise pour ma part une version des règles un peu différente de celle qui se trouve dans la boîte de jeu, celle-ci, qui est pas... Enfin, il y a eu quelques errata et puis elle n'est pas agencée de manière logique. Sur Board Geek, on trouve un travail compilé par des fans qui est pas mal mieux fait. C'est une version un petit peu alternative des règles avec quelques points de règles peut-être différents, mais vraiment pas beaucoup. Moi, donc, pour une partie avec deux héros, pour la gagner, il faut que mes deux héros ramassent un certain nombre de points de fortune égal exactement à 20 points de fortune. Alors, ils amassent ça dans un espèce de pot commun, et dès qu'on arrive à 20, la partie s'arrête, et le jeu est gagné pour les héros. Dans les versions compétitives, il faut non seulement ramasser un certain nombre de points de fortune, mais il faut aussi revenir dans les villes de départ. Mais là, c'est pas le cas quand on joue seul. Alors, ça va pas être si facile que ça, parce que d'un autre côté, nos amis les nazis, si on peut dire, là j'ai tiré deux vilains nazis au hasard. Pour, euh, pour les nazis, il y a trois cartes de vilains différents. On en pioche deux au hasard dans la configuration de personnages.
C'est pareil aussi pour la mafia, il y a trois vilains de la mafia. Donc les nazis vont aussi essayer de gagner la partie. Pour eux, ils ont une piste de points. Quand ils vont arriver à 18 dans la configuration de héros, quand ils vont arriver à 18, ils vont gagner immédiatement la partie. Alors, comment gagne-t-on des points de fortune? Dans ce jeu, on gagne des points de fortune quand on va quand on part à la recherche d'artefacts. Il y a deux piles de cartes qui s'appellent aventure et artefact. À chaque fois qu'on veut créer un artefact, on va prendre une carte dans chacune des deux piles et on va constituer comme ça un couple de cartes un peu unique puisqu'il y aura pas mal de combinaisons différentes. Là par exemple on a l'armure des esprits perdus qui va nous indiquer le nombre de points de fortune à récupérer si on parvient à mettre la main sur cet artefact. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a également des dangers à affronter pour arriver à l'artefact. Il va falloir affronter et réussir 4 dangers pour pouvoir gagner cet artefact-là. Alors, les combinaisons sont nombreuses. Là, on a la coupe de la pierre sacrée, par exemple, qui rapporte 4 points de victoire, donc c'est moins que les 7. Avec 3 dangers à affronter puis à vaincre. Ici, on en a un autre, 3 pour 4. Ici, j'en ai en fait, le dernier, je ne l'ai pas tiré au hasard, j'ai attendu de tirer cette carte-là pour qu'on ait un peu ce cas de figure-là qui est un petit peu différent. On voit pas très bien, mais ici, on a l'icône temple. Et le temple est différent. C'est-à-dire que au lieu que la récompense en point de fortune soit une espèce de récompense finale quand on a réussi à vaincre toutes les embûches, tous les dangers nécessaires, sur un temple, c'est un lieu. On va gagner, à chaque danger réussi, on va gagner une pièce d'or. Et donc on va mettre les dangers, les fortunes, sur le danger lui-même. C'est-à-dire la 8. Je vais prendre 8 points de fortune. Et on va les prendre. Ici, on a la pile de danger. On va en prendre un au hasard dans la pile à chaque fois qu'on aura besoin d'affronter un danger qu'on choisira. On choisira donc une carte dans cette pile. Alors il faut voir que chaque carte est à double face. C'est pour ça qu'elles sont sur la face visible. C'est une face danger ici. Hop, non, ça c'est la... Une face danger ici. Et sur l'autre côté, il y a la face cliffhanger. C'est quand on a un échec sur le danger. On va passer un petit peu comme dans toutes les bonnes séries B au cliffhanger, c'est-à-dire on va laisser notre héros en fâcheuse posture et son tour va s'arrêter. C'est simplement au tour suivant qu'il va essayer de résoudre le cliffhanger, qui est toujours comme une sorte d'aggravation en fait du danger initial. Alors, dans le setup, ce qu'on fait, c'est de déterminer l'emplacement de chacun des artefacts. Pour ça, on a des cartes Locations, on en tire une au hasard. Alors là, c'est Ancient Mountains, voilà la petite flèche ici, dans l'Antarctique. En bas, il y a un nom de ville, si on a déterminé aléatoirement une ville. Donc lui, par exemple, il y a un petit crâne blanc ici. Ça va aller ici, ancienne montagne. Et on va faire ça pour les autres. Outback en Australie, désert australien. Le troisième, ça va être en Perse, qui va se trouver ici.
Et le temple, ça va être dans les Alpes. Alors dans les Alpes, c'est ici. Et on va le figurer par une petite figurine de temple. Ça permet un petit peu de situer où sont les artefacts et puis les trajets que vont devoir faire nos héros pour, arriver à les atteindre. Alors, dans le setup initial, euh, il va falloir aussi déterminer un emplacement pour la base secrète nazie, avec le lieu de départ du Zeppelin, et puis il y aura aussi un soldat nazi. Donc, je prends une carte location au hasard, et là, c'est dans les chutes de l'Amazone, c'est-à-dire en Amérique du Sud. Je vais positionner la base secrète, le Zeppelin, et puis un soldat nazi. On va aussi déterminer la position au premier, en tout cas au premier tour. Il y a un seul des deux personnages qui rentre, qui est sur le plateau. C'est le premier à être tiré. Là, en l'occurrence, c'est le colonel Stahl. On va déterminer où il se trouve. Alors, c'est pas au hasard. Les nazis sont intéressés par les artefacts. Ils se trouvent que sur des lieux où il y a un artefact. Et en préférence, sur l'artefact qui propose le plus de points de fortune. Donc là, son contexte, c'est le temple. Donc, notre ami le colonel Stahl va dans les Alpes et un nazi, quand il vient sur le plateau, est toujours accompagné de 2 gardes du corps. Alors les gardes du corps, ce sont les mêmes figurines que les soldats, mais ils ont en fait ils ont une fonction un peu différente dans le jeu. Quand il y a des gardes du corps, c'est-à-dire quand ce sont des soldats nazis qui accompagnent un personnage nazi, déjà ils ne bloquent pas les mouvements des héros, contrairement aux soldats nazis qui bloquent le mouvement d'un héros. Il faut s'arrêter quand on pénètre dans le même emplacement qu'un soldat nazi et puis l'affronter. Eux ne bloquent pas le mouvement et puis servent un petit peu à encaisser les premières blessures du soldat nazi et puis à donner aussi un petit dé supplémentaire lors des combats. Donc là, on a à peu près le setup d'un début de partie avec l'organisation des nazis dans un jeu solitaire avec 2 personnages et donc un mode de jeu qui se rapproche beaucoup du mode coopératif qu'on peut aussi jouer à plusieurs. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire peut-être un petit début de partie. En gros, le tour de jeu s'articule en 2 grandes phases. Il y a une phase où ce sont les héros qui vont jouer, et ensuite il y a une phase où ce sont la phase de vilain, où ce sont eux qui vont jouer, une phase où on va suivre un peu de manière automatique ce qu'ils doivent faire, on va faire les actions à leur place, et puis vérifier les succès qu'ils pourront avoir. Alors, pour ce qui est de la phase des héros, en gros, il y a d'abord un simple lancer de dés pour déterminer l'initiative. Là, je vais prendre un dé vert pour le premier personnage, c'est-à-dire le Dr Zukov, un dé blanc pour Sharon. Ok. Le plus grand commence, donc j'ai utilisé cette figurine-là pour signifier l'initiative. Donc là, ça va être Sharon, qui a eu 4. Si on avait tiré un 1, on a le droit de prendre
une carte événement. Alors les cartes événements sont, je sais pas, au moins 19 fois sur 20 favorables au héros, donc on essaie de les avoir, c'est toujours intéressant. Si un des personnages avait tiré un 1, ou les deux, chacun aurait eu dans ce cas-là une carte événement. Alors, ça c'est la détermination de l'initiative. On va la faire au premier tour. Et puis après, à chaque tour qui vont arriver, on va retirer les dés, de manière à savoir qui va commencer et qui éventuellement va avoir aussi une carte événement. Une fois que ça c'est fait, il y a une phase de mouvement. Alors la phase de mouvement, normalement on jette un dé pour chacun des personnages pour attribuer un certain nombre de points de mouvement. 3 points de mouvement. Il faut voir que sur la carte, en gros, il y a des zones. En gros, passer d'une zone vers une autre, c'est un point de mouvement. Un pour aller là, un pour aller là. Sortir ou entrer dans les villes, ça c'est une ville. Sortir ou entrer, c'est aussi un point de mouvement, c'est-à-dire sortir, lui, c'est un point de mouvement consommé. Il y a une petite distinction dans le jeu de villes majeures, c'est-à-dire des villes avec un bord bronze, et des villes mineures avec un bord argenté. Mais pour les points de mouvement, elles sont identiques. Il faut consommer un point de mouvement pour y rentrer ou pour en sortir. Ensuite, il y a des cases de mer. Alors là, le coût est indiqué dessus. Alors ça va de 1, je sais pas, il y a du 1 par ici. Ça va du 1, 2 points de mouvement, jusqu'à 3 points de mouvement. Il y a une case un peu spéciale, qui est un mystère qui se trouve complètement à gauche, c'est dans le Pacifique. En fait, cette case-là est commune à celle demi-case-là, et ça permet de passer des deux côtés de la carte sans problème. Quand on est ici, on est à la fois ici et là. Ce qu'on peut faire, c'est ce qui a été plus ou moins conseillé par des fans, c'est on peut adopter une petite variante pour le mouvement, qui est de choisir. Soit on choisit un mouvement fixe de 4, c'est surtout pour éviter les blocages, les tirages répétés à 1 ou 2, et puis votre personnage n'avance pas. Donc on peut opter pour un tirage, pour une valeur de 4, ou on tire le mouvement au dé. Et si on le tire au mouvement au dé, là aussi, un petit peu comme dans l'initiative, normalement, dans un résultat de 1, on tire également une carte événement. Et puis là, comme on a cette option de choisir soit un mouvement fixe en tirer le dé, soit de tirer le dé, pour un souci d'équilibre du jeu, il a été indiqué qu'il est préférable de donner une carte événement sur un résultat de 1 et aussi sur un résultat de 2. Ça permet de distribuer un peu plus de cartes événements qui font aussi partie du jeu et qui donnent un peu du sel aux parties. Donc s'en priver, ce serait un peu dommage. Donc là, avec cette option-là, si je choisis de rouler le dé sur 1 ou 2, j'ai aussi une carte d'événement. Donc, on va déterminer le mouvement pour nos deux personnages. Alors bien sûr, ce que je vais essayer, c'est essayer de rallier des endroits où il y a des artefacts. Ce que je vais essayer de faire, il se trouve un petit peu loin de cet artefact-là et celui-ci, mais notre ami le docteur Zhukov peut quitter Moscou et un point pour venir en Russie
un deuxième point pour venir là. Je pourrais essayer de quand même 5 chances sur 6 que le dé me soit favorable. Et là, il faudrait idéalement aller peut-être dans les Alpes parce que le reste, ça a l'air d'être quand même assez loin. Je vais jeter le dé pour les deux personnages. Alors, pour Dr Zukov, il a 4 points de mouvement. Ok. On détermine aussi le mouvement pour Sharon. Ah, un point de mouvement. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais ça permet de tirer une carte événement. Jouer pour forcer, pour en fait pour rerouler un dé qui vient d'être juste lancé. Donc c'est intéressant, ça donne une chance de plus. Il y a une chose que j'ai quand même pas présentée, que je n'ai pas faite, c'est vous présenter un petit peu les personnages. En fait, chaque personnage, je vous en ai parlé un petit peu, a des caractéristiques de base, mais en plus, ils ont des caractères, des habilités spéciales. Lui, le docteur Zukov, euh, il a il fait une touche dans les combats sur des résultats de 5 ou 6 au dé, alors que normalement c'est 4, 5 ou 6. Mais quand il a à affronter une aventure ou un danger qui comporte la mention, le mot-clé tech ou puzzle, il a 2 dés de plus. En fait, il faut voir que dans le jeu, il y a pas mal de petits mots-clés un petit peu partout. Et puis il faut voir, il y a peut-être des fois certaines interactions dans les mots-clés. Là, donc, si euh, là par exemple, ce, ce danger-là, le premier, les mots-clés, on voit pas très bien. Danger, ancien et puzzle. Donc pour affronter ce danger-là, euh, Dr Zukov aurait un petit avantage, un avantage même assez sympathique, de 2 dés supplémentaires. Ok. Et en plus, il peut des fois s'échapper d'un combat, euh, fuir un combat ou un temple qui s'écroule, parce que les temples peuvent s'écrouler, c'est ça un petit peu le danger. Et pour ça, il peut utiliser la compétence Cunning au lieu de d'autres compétences qui pourraient être marquées sur des cartes. Donc Cunning, il a 5, ce qui est quand même très intéressant. Sharon, elle, elle est très sociable. Et donc, déjà, elle vient pas toute seule, et ça j'ai oublié de le faire, elle vient avec un allié pris au hasard. Donc, on a une pile de cartes alliées. Je prends la première. Un pilote qui donne 2 dés d'aventure dans les tests flying, qui comportent le mot-clé flying. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans le deck de danger, donc c'est intéressant. En plus de ça, elle a une possibilité de voyager un petit peu plus facilement, c'est-à-dire que les cases de mer, en gros, valent un de moins que le coût inscrit, avec un minimum de 1. C'est-à-dire que là, pour rentrer ici, elle aurait consommé un point de mouvement. Ok. En plus de ça, elle a la possibilité, normalement, on a une possibilité un peu, je dirais un peu extrême, que j'utilise vraiment pas, je crois que j'ai jamais utilisé, c'est quand on est un petit peu bloqué, surtout en fin de partie, qu'on veut se rendre à un endroit, euh, on peut prendre l'avion
pour passer d'une ville à une autre, n'importe où sur le globe. Le problème, c'est que c'est un coût. C'est indépendant des points de mouvement, mais c'est un coût. Et c'est un coût en points de fortune, c'est-à-dire en point de victoire finalement. Le coût, c'est 2 points de fortune pour une ville majeure, une grande ville. Et si la ville d'arrivée est une ville mineure, c'est 3 points de fortune. Alors bon, moi je vous cache pas que dans un jeu en solo, c'est pas très, c'est un peu contre-productif de dépenser des points de fortune alors qu'on cherche à en gagner. Je n'ai jamais eu à le faire, mais ça peut être intéressant dans certaines configurations euh, pour les parties en mode compétitif à plusieurs joueurs. Le pilote, son allié, a aussi une deuxième capacité qui est intéressante, c'est-à-dire que il donne la possibilité à Sharon de prendre l'avion, mais de payer le coût non plus en points de fortune, mais en points de gloire. Alors il faut voir que dans le jeu, il y a une espèce de monnaie qui va servir à acheter des équipements quand on va être en ville ou des alliés. Cette monnaie, c'est la gloire. C'est pour ça que ça s'appelle Fortune and Glory. Fortune, c'est un petit peu les points de victoire. Et la Glory, c'est un petit peu la monnaie du jeu. Et donc là, cet allié, c'est quand même assez intéressant parce qu'il peut donner la possibilité à Sharon de prendre un avion d'une ville vers une autre ville n'importe où sur le globe. Et au lieu de payer en points de victoire, en points de fortune donc, elle va payer en points de gloire. Et c'est bien plus facile d'accumuler des points de gloire que des points de fortune. Donc c'est très intéressant. Alors il faut voir effectivement, comme je vous ai dit, les points de gloire peuvent être dépensés de plusieurs manières. Acheter de l'équipement pour 5 points de gloire ici. Alors c'est quand on est en ville uniquement. Quand on est en ville, on va pouvoir prendre une carte au hasard ici, payer 5. On va pouvoir prendre des items communs, c'est-à-dire c'est l'équipement aussi. Mais ce qu'il y a là, c'est on va pouvoir le choisir. C'est pour ça que c'est face visible et on va payer le coût demandé en haut à droite en point de gloire. D'ailleurs, ils auraient pu mettre le chiffre en bleu, ça aurait été moins de confusion par rapport aux points de fortune qui sont de cette couleur-là en fait. On pu mettre ça en bleu. Bon, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité c'est de prendre des alliés, aussi au hasard. On paye 5, on tire une carte. Et l'allié, comme lui, a une capacité ou plusieurs capacités qui sont toujours les bienvenues. Il y a aussi des petits mots-clés, là on voit flying. Parce que parfois dans certains dangers, il va falloir un petit peu mesurer jusqu'où la loyauté de votre allié peut aller. Est-ce qu'il va vous suivre ou pas dans ces aventures périlleuses? Et puis il y aura des jets de dés à faire versus le niveau de loyauté du personnage. Donc voilà pour les personnages. Donc ce qu'on disait, c'est que pour les mouvements, après avoir fait l'initiative, on fait les mouvements, on détermine le mouvement disponible pour ce tour en faisant soit un jet de dés, soit en optant pour 4 de mouvements fixes. J'ai fait, rouler un dé pour chacun des deux personnages. Sharon a eu un 1 et donc elle a obtenu une carte événement. Et elle va, comme c'est elle qui joue en premier, elle va faire son mouvement. Bon, alors elle a un point de moins. Un point de moins en mer. Donc là, il me faudrait quand même 2 points de mouvement. Elle en a qu'un. En fait, elle peut pas faire grand chose. Hein. Elle pourrait soit aller au Canada, ici, sortir de la ville, parce que cette ville est
à la fois dans cette zone-là et puis dans cette zone-là. Donc on va dire qu'elle va s'approcher de peut-être d'ici. Elle va sortir simplement de sa ville. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça comme ça. Donc là, le mouvement est fait pour Sharon. On va faire le mouvement pour le docteur Zhukov. Lui, il a 4 points. Donc 4 points, c'est suffisant pour rejoindre cet artefact-là. Un point pour sortir de Moscou. Un point pour traverser une frontière ici. Et puis il arrive ici. Alors il est bien sûr pas obligé de consommer tous ses points de mouvement. Là, il est arrivé à son objectif. Il va s'arrêter là. Donc voilà, là le mouvement est fait. Va commencer la vraie, on va dire la vraie phase d'aventure, en commençant par Sharon. Alors, qu'est-ce que c'est la phase d'aventure pour nos héros? C'est pas très compliqué. En fonction de l'endroit où ils se trouvent sur la carte, en fonction de leur situation, donc à l'issue du mouvement, ils vont faire certaines choses. Par exemple, s'ils étaient dans une ville, ils auraient, comme je l'ai dit, déjà, il faudrait tirer un événement lié à la ville. Une fois ça résolu, ils auraient la possibilité d'acheter des équipements ou de prendre des alliés. C'est aussi en ville qu'on peut revendre les artefacts, parce qu'une fois qu'on a mis la main sur un artefact après avoir affronté un certain nombre de dangers, pour toucher les points de gloire qui se trouvent ici, il faut revendre l'artefact. Pour ça, il faut le ramener dans une ville et le revendre au prix indiqué. Si c'est en plus une ville majeure, c'est-à-dire Moscou, il y en a 6-7 je pense, Shanghai, à travers le globe, il y a un bonus de 1 point de fortune. Donc là, si par exemple cet artefact était revendu dans la ville majeure de Tokyo, il rapporterait non pas 4 mais 5 points de victoire. Donc voilà les choses qu'on peut faire en ville si notre personnage est en ville à l'issue du mouvement. S'il est, par exemple, dans un lieu neutre, que ce soit en mer ou sur terre, comme c'est le cas de Sharon, qu'est-ce qui se passe? On prend un dé, on le fait rouler. Ah. Et voilà. Alors en gros, sur un résultat de 1, notre personnage est attaqué. Sur un résultat de 2 et 3, il ne se passe rien. Sur un résultat de 3, 4 et 5, 3, 4, 5, 6, non, 2, 3, 4, 5, 6, sur un résultat de 4, 5, 6, reçoit un événement. Donc 2, 3, il ne se passe rien. 4, 5, 6, un événement. Et malheureusement, un point. Elle doit affronter un ennemi. Alors, affronter un ennemi, qu'est-ce que c'est? Ça va nous donner l'occasion de le voir tout de suite. Il y a un deck de cartes ennemies. Je vais en prendre un au hasard. Oups. L'ordre de la main pourpre. Alors, qu'est-ce qu'on va, on va montrer un petit peu comment fonctionne un combat. Un combat, déjà, on a toujours une possibilité. C'est soit d'affronter les ennemis, soit parfois on a une possibilité escape, une possibilité de fuite. Mais pour ça, c'est soumis à la réussite d'un test. Là, en agilité, elle a 3, c'est-à-dire lancer 3 dés pour réussir le test de agilité 5 plus avec 2 croix, c'est-à-dire il faut 2 réussites avec sur un résultat de 5 ou plus, donc 5, 6, ou éventuellement plus, même sur un D6, il peut y avoir certains modificateurs qui donnent des plus 1. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir tout de suite tout de suite les deux réussites. En fait, on peut tirer 3 dés par exemple. Je tire 3 dés.
les 3 dés d'agilité. Hop. Et puis là, bon là par exemple ce serait parfait, puisqu'elle en a un. Elle n'a pas les deux, elle en a un. Mais si à partir du moment où on a une réussite, on peut relancer l'ensemble des dés. Et puis là, j'ai cumulé une réussite, deuxième réussite, troisième réussite. Donc là, elle pourrait s'échapper. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais opter plutôt pour faire un combat. Ça va permettre de le montrer. Un combat, c'est 3 dés de combat pour notre ami Sharon Hunter. Donc on va lui prendre 3 dés blancs. Eux ont 2 dés de combat. 2 dés verts. Mais attention, ils ont une petite capacité spéciale, il faut lire tous les textes. Ils gagnent un dé de combat pour chaque blessure qu'ils auront pris. Ils peuvent monter jusqu'à 4 blessures. Sharon, elle, a 7 points de vie, en fait, 7 blessures. Elle a une défense 0. Alors la défense, là, elle n'en a pas. C'est un peu dommage. Dr Zukov a un point de défense. Souvent, c'est un point de défense. C'est pas mal. Ça permet, en fait, d'ignorer la première blessure dans un round de combat. Le premier dé qui porte un coup est simplement écarté. Et on va comptabiliser les blessures à partir du deuxième dé. Donc c'est toujours intéressant. Elle, malheureusement, elle l'a pas. Donc je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? J'ai envie de faire le combat quand même. Je prends donc les 3 dés de combat de Sharon, les 2 dés de combat de l'ordre de la main pourpre. Et puis on va regarder. Bon. Eux n'infligent pas de blessure à Sharon. Pourquoi? Parce qu'une blessure est infligée sur un résultat de 4, 5 et 6. Sharon, elle, a un 6, donc elle inflige une blessure. Et ils tombent en fait à 3 en blessure. Le problème, c'est qu'ils ont maintenant un jeton blessure. Et donc pour le deuxième round de combat, ils n'ont plus 2, mais 3. On aurait toujours la possibilité, même au cours de combat, d'essayer de s'échapper en faisant le test en question. Mais là, on va poursuivre. Les dés blancs sont les dés de Sharon. Les dés verts pour les cultistes. Et donc, on va essayer de voir. Zoup, 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 zoup. Là, le problème, c'est qu'on a 3 touches. On a 3 touches pour l'ordre de la main d'argent. Donc, on va prendre 3 jetons blessures qu'on va mettre sur la fiche de Sharon. Donc, elle tombe à 4. Hein. Et Sharon, elle, inflige 2 blessures. Hop. Il en faut en fait une troisième pour arriver à les tuer. C'est-à-dire il leur faut 4 blessures pour mourir. Donc il y a un troisième round de combat qui s'annonce. Le problème c'est que là ils ont repris 2 blessures. Donc ils vont avoir 2 dés supplémentaires. Et Sharon lance toujours 3 dés. Et oui, plus ils sont blessés, plus ils sont enragés. Et donc là, c'est un peu dangereux parce que là, il lui reste 4 points de vie, on pourrait dire. Et il faudrait pas qu'elle meure. Donc je reprends les dés. Et on continue. Bon.
Donc ils infligent 2 blessures à Sharon. On se retrouve avec 5. Mais Sharon inflige aussi 2 blessures. Et donc eux sont éliminés. Donc je reprends les jetons blessures. Alors, dans le cadre d'un combat, à chaque fois qu'on aura à faire un combat, même dans les dangers, quand il y a marqué, quand il y a vraiment un combat, on prend immédiatement les points de gloire. C'est-à-dire que là, Sharon a 4 points de gloire. Les points de gloire, je rappelle que c'est un petit peu la monnaie du jeu qui permet d'acheter des équipements ou des alliés quand on est dans les villes. Donc voilà, ça c'était pour le tour de jeu de Sharon. Elle a fait son mouvement, elle était elle est sortie de New York et puis elle s'est fait attaquer par la secte de la main pourpre et elle a réussi à les éliminer. Alors là, son action est faite, il n'y a plus rien à faire pour elle à ce moment-là. On va passer donc au deuxième personnage, c'est-à-dire le docteur Zukov. Le docteur Zukov, lui, il est sur un emplacement d'un artefact. Alors, c'est bien sûr pour pouvoir essayer de mettre la main sur l'orbe du singe d'or. Alors, il y a des petits textes qui sont en dessous, qui sont vraiment très peu lisibles. Là, il y a un petit texte supplémentaire qui dit « Pendant cette aventure, votre défense est réduite à 0. » C'est-à-dire que s'il a à faire des combats, le docteur Zukov a une défense de 0. Et il faut s'en souvenir, ça. C'est des fois, de temps en temps, il y a des petites choses que tout est sous nos yeux, mais des fois c'est cryptique, il y a des petits mots-clés qui nous échappent, ou ça peut être assez facile, surtout en solo, de faire un petit oubli. Donc là, sur un emplacement d'artefact, ce que va faire notre ami le docteur Zukov, c'est essayer d'accumuler les dangers réussis, d'en accumuler 4 pour essayer de récupérer l'artefact. Donc on va en prendre un dans la pile au hasard. J'ai coupé ça. J'en prends un ici. Et on va le lire. Alors là, c'est un danger flying. Le petit mot-clé flying. Donc ça aurait été assez intéressant d'avoir cet allié-là avec le Dr Zukov, mais il est avec Sharon Hunter. Cet allié-là donne 2 dés supplémentaires pour tous les tests qui comportent la mention flying. Alors, qu'est-ce que c'est que ce test? C'est vous faites en fait un voyage d'avion, mais quelque chose ne va pas comme ça devrait, et votre vol a été saboté. Alors, il y a un test à faire sur la compétence cunning. La compétence cunning du Dr Zukov, c'est 5. Donc il a 5 dés. Je vais prendre 5 dés verts. Et pour réussir ce test, il faut avoir une réussite de 6 ou plus au dé une fois. Donc il faut faire un 6 avec 5 dés. Je regarde, je n'ai pas... On va voir. Oh! Superbe jet de dés. Donc là, c'est réussi. Et donc, le danger est fait. Ce que je prends, c'est un petit marqueur pour marquer que j'ai un premier danger de réussi pour cet artefact. En fait, on va accumuler les dangers jusqu'à temps de pouvoir peut-être gagner vraiment l'artefact. Si jamais, pour une raison ou une autre, je décide que mon docteur Zukov doit quitter cet emplacement-là, il perd toutes les réussites
sur cet artefact. Il les perd complètement. S'il revient, recommencera à zéro. Il va, il faut rester sur l'artefact, sur l'emplacement de l'artefact pour pouvoir les cumuler. Donc là, une fois que c'est fait, le test a été réussi, on a un choix qui s'offre à nous. Ce choix, c'est soit de s'arrêter. Si je m'arrête, il y a deux avantages. Déjà, je récupère à ce moment-là toutes les points de gloire sur les tests que j'ai réussis. Là, il y aurait 3 points de gloire. La deuxième, ce serait de soigner automatiquement toutes ses blessures. S'il avait des blessures, il décide de s'arrêter, il se repose, il récupère de toutes ses blessures, elles sont toutes éliminées. Mais son tour de jeu s'arrête. Ou c'est de poursuivre. Poursuivre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement on va tenter un autre danger. Il faut bien voir que c'est un jeu de course, hein, fondamentalement. On a nos héros qui essayent d'avoir des artefacts, mais on va le voir autour des vilains, autour des nazis. Eux aussi ne vont pas rester à rien faire dans leur base. Ils vont essayer à obtenir les 18 points nécessaires à leur victoire. Donc c'est toujours le dilemme du stop ou encore, j'arrête ou je continue, je prends des risques ou pas. Donc là, tout est bon, on n'a pas de blessure, on n'a aucune raison de ne pas continuer. Je vais prendre au hasard un autre danger. Poursuite, poursuite en auto. Alors là, on voit, il y a des petits mots-clés, driving, chase, mais ça ne correspond à rien de commun avec le docteur Zoukov. Il faut, pour réussir ce test, réussir de test d'agilité à 5 et plus, avec 2 réussites. En agilité, le problème, c'est que notre bon docteur Zoukov n'a que 2 dés. Donc je vais prendre les 2 dés. Oui, on a ici un 5. Donc là, normalement, on pourrait dire que j'ai déjà une réussite sur ce danger-là. Il y a des petits jetons de réussite pour marquer les réussites. Bon, moi je le sais, je le garde en tête, j'ai pas besoin d'utiliser cette phase de jetons. Là j'ai une réussite, il m'en faut une deuxième. Donc je relance les dés, les 2 dés, puisque j'ai eu au moins une réussite. Et en espérant... Oui, 6. Donc j'ai une deuxième réussite, pas de problème, ça c'est fait. Bon, bah, jusqu'à présent ça va plutôt bien pour le docteur Zoukov, qui a pris plusieurs moyens de transport pour arriver à l'emplacement de l'artefact. L'avion, ici la voiture, il s'est fait poursuivre. Il va essayer un troisième danger. Alors là, c'est spécial. Il faut une réussite en cunning et une 3 réussites en agilité à 4 et plus. Ou faire un combat avec tirer une carte d'ennemi nazi. Alors, les nazis ont leur deck d'ennemis. Je prendrai la première. Faut voir que à l'emplacement de cet artefact-là, il y a une espèce de malédiction et que ma défense est à 0. Donc c'est peut-être dangereux. C'est peut-être dangereux de s'aventurer dans un combat. Le cunning, j'ai 5. Bon, ça devrait aller. Agilité, c'est 4 plus et... Oh, on va C'est difficile. J'ai 4 en combat aussi.
je vais tenter de faire le test. Donc Koenig, 5, 4, 5, 4, 5, 5D. Il faut que je fasse au moins une réussite à 5 ou plus, donc ça devrait aller. Oui, j'ai un 6. Donc ça, c'est fait pour la première partie du test. La deuxième partie du test, par exemple, c'est 3 réussites à 4 et plus sur l'agilité. L'agilité, il a simplement 2 dés. Donc je prends ces 2 dés là. Et il me faut du 4 et plus. Bon, là, par exemple, j'ai 2 réussites. Parce que j'ai un 4 et un 6. Donc j'ai 2 réussites. Il m'en faut simplement une troisième. Oui. Alors là, notre ami le docteur Zhukov s'est infiltré dans la base nazie. Et il a réussi. Donc voilà, 3 dangers de réussi. J'ai la possibilité soit de poursuivre, soit de m'arrêter. Si je m'arrête, comme je l'ai dit, je récupère donc tous les points de gloire. 3, 3 et 3, 9 points de gloire. Je guéris de toutes mes blessures si j'en ai. Mais là, bon, il n'y a pas le choix, hein. On va essayer d'avoir le 4e danger pour gagner cet artefact. Je prends au hasard une carte. Mais donc pour réussir ce danger-là, il faut 5 plus en l'or, avec 2 réussites, mais en petit, il y a marqué qu'il faut une réussite supplémentaire si on est sur ce type d'icône. En fait, il y a des icônes qui représentent un petit peu la géographie du lieu. Et là, dans les Alpes, on a à la fois l'icône de montagne et l'icône de glace. Et donc, il va me falloir 3 réussites de l'or là-dessus. Et là, c'est pas gagné, parce qu'en l'or, il a que 2 dés. Donc 2 dés, 5 et plus, 3 fois. Donc, une réussite. J'ai au moins une réussite, je peux donc retirer le dé. On va essayer d'en faire une autre. 2 réussites. J'ai encore une réussite, donc je peux relancer à nouveau les dés. 2 réussites, il m'en faudrait une troisième pour bien faire. On va voir. Ah. Je n'ai pas eu de réussite sur mon troisième jet de dés. Donc là, le docteur Zhukov est dans une fâcheuse posture. Il passe en cliffhanger, c'est-à-dire que je retourne la carte. Attaque de Yeti. Il va devoir donc affronter cette péripétie. Mais simplement au prochain tour. Là, son tour s'arrête. Et l'inconvénient de toujours continuer de presser sur la quête des dangers, c'est-à-dire que malgré la réussite que j'ai eue les réussites précédentes, j'ai réussi 3 dangers, je vais perdre les points, 3 dangers réussis, je vais perdre les points de gloire que j'aurais pu avoir si je m'étais arrêté à temps. Donc, je garde la réussite, les points de réussite, hein, puisque je reste sur le même emplacement, mais je perds la gloire. Et au prochain tour, Dr Zhukov va tirer un mouvement, mais il ne pourra pas se déplacer. Il faut absolument qu'il affronte son cliffhanger. Donc voilà, le tour du Dr Zhukov vient se terminer. Les deux héros ont fait leur action aussi qui peut survenir dans le cas particulier où un héros est sur le même emplacement qu'un vilain. Par exemple, si le docteur Zhukov était dans les Alpes. Alors, c'est le tour du docteur Zhukov. Il commence à faire une recherche d'artefacts et donc il prend un danger qu'il réussit. À partir du moment où il décide de continuer, de poursuivre, il doit
faire un test un sneak test, c'est-à-dire un test pour se faufiler, pour ne pas être vu du vilain. Alors pour ça, un sneak test, ça dépend de la valeur de search du vilain. Ici, on a un search à 3. Et donc, le joueur choisit un nombre de 1 à 6. Par exemple, 1. Le colonel. Bon, là, on va dire que le test est réussi. Il n'y a pas eu de 1. Et donc, le docteur Zukov peut prendre un deuxième danger et l'affronter. S'il le réussit et qu'il veut encore poursuivre pour un troisième danger, il va refaire la même chose, c'est-à-dire un lancer de 3 dés, choisir un chiffre de 1 à 6, l'annoncer avant le lancer, et si par hasard il avait annoncé 1, et puis par exemple on obtient ce jet de dés, et bien pour chaque 1, à chaque fois que la valeur annoncée a été tirée dans les dés de recherche, il y a un round de combat entre le héros et l'ennemi. Il faut savoir que la valeur de combat de l'ennemi, la 5, est augmentée par son nombre de bodyguards. C'est-à-dire là, ce serait 5 plus 2. Il aurait 7 dés d'attaque contre 4 pour le docteur Zukov. Donc on fait simplement en round, on jette une fois 7 et 4 les 11 dés, on attribue les blessures, et puis ça s'arrête là. Le round est terminé. Mais si le joueur décide que son personnage, le docteur Zukov, poursuit encore, fait encore un nouveau danger au tour suivant, il va falloir faire aussi un jet de dés de recherche et puis éventuellement s'attendre à avoir des nouveaux rounds de combat. Parce que il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux aussi. Hein. Et dans ce cas-là, ce serait 2 rounds d'affilée. Voilà, donc aussi un élément de suspense dans le jeu. On va passer à euh, la phase des vilains. Alors, la phase des vilains, j'ai aussi tiré sur Board Game Geek une espèce de table qui a l'air d'être un peu complète comme ça, mais qui reprend pas mal de toutes les possibilités qu'ont les vilains. Alors, la première chose à faire pour eux, c'est de déterminer un événement de vilain. Ensuite, on va faire, en fonction de l'organisation qu'on a là, on a les nazis, on va faire des petites opérations en fait de maintenance. Notamment pour les nazis, on va voir s'ils peuvent, s'ils ont la possibilité un petit peu de semer des nouveaux soldats nazis à travers la planète. Soldats qui vont ralentir les mouvements de nos héros et qui pourront aussi éventuellement rapporter des points de victoire, pour les nazis. Et ensuite de ça, on va faire une phase vraiment de personnages nazis sur le terrain qui vont essayer de collecter des artefacts. Donc là, première chose à faire, événement des vilains. Je prends une carte au hasard. Ah. Tous les vilains. Ok. Il y a une première chose. C'est déjà que les vilains progressent de 1 automatiquement sur leur piste de victoire. Okay. L'autre chose, c'est en fait sur l'état des personnages vilains. On a 2 personnages. En fait, dans le jeu,
les vilains ont une espèce de statut. Soit ils vont être déployés sur la carte, c'est-à-dire un endroit où il y a un artefact, soit ils vont être prêts à être déployés, c'est le cas de ce personnage-là, soit ils vont être retardés. Alors, retardé, c'est quand le personnage est couché. On, à son tour de jeu, un personnage qui est déployé sur la carte va faire une recherche d'artefact. Un personnage qui est prêt, eh ben, il va se déployer sur la carte. Un personnage qui est retardé va se rendre prêt, mais il ne va rien faire. C'est simplement au prochain tour qu'il va pouvoir se déployer sur la carte à sa phase d'action. Et donc faire sa recherche d'artefact encore au tour suivant. Et puis il y a un autre état qui est quand même très rare, que moi j'ai pas encore vu, c'est la possibilité pour un vilain d'être carrément KO. Alors KO c'est la même chose, mais en plus on retourne la carte. C'est-à-dire la carte est retournée, le personnage est allongé. Il y a un premier tour d'action, c'est simplement de le rendre retardé, c'est-à-dire on retourne la carte. Tout un tour de jeu va se passer. À sa prochaine phase d'action, il va passer au statut ready, prêt. Tout un tour de jeu va passer. Il va passer du statut ready à statut déployé sur le board. Et ensuite, à l'autre tour, il va pouvoir faire vraiment ses recherches d'artefacts. Donc bon, c'est assez rare en fait, hein, comme situation. Et cette carte d'événement permet en gros d'accélérer d'une étape immédiatement l'état des vilains. Lui, il est déployé, il n'y a rien d'autre à faire. Mais elle, lui, le Hertoffel est ready. Donc, il va passer tout de suite de ready à déployer. Et déployer, les nazis vont directement sur l'artefact où il y a le plus de fortune à collecter. Mais, bien sûr, à condition où il n'y a pas déjà un de leurs collègues en train de faire des recherches. Donc là, là, il y a le 8, mais on a le colonel Stahl qui est déjà dans les Alpes. Donc 8, 3, 4, 7. Hop, 7. Notre Hertoffel va dans les anciennes montagnes de l'Antarctique pour essayer de récupérer l'armure des âmes perdues. Alors bien sûr, il vient lui aussi avec ses deux bodyguards. Donc ça c'était pour l'événement des vilains. On va faire donc la petite phase de maintenance des nazis. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va rouler un certain nombre de dés qui est fonction du nombre de bases nazies en jeu. En début de partie, on a une seule base nazie. On roule un dé. 1, 2, 3, il se passe rien. Sur 4, 5, 6, on aurait pris un soldat nazi, une carte location au hasard, et on aurait positionné ce soldat nazi à cette place-là. Alors, si par hasard, à cet emplacement-là, il y avait déjà un soldat nazi, on n'en aurait pas mis un deuxième, mais on aurait monté l'échelle de points de victoire des ennemis de 1. Il faut voir que dans le jeu, je ne l'ai pas fait parce que là je suis à une main, quand on tire des cartes location, il y a certaines cartes qui ont cette icône-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on remélange la défausse dans le deck. Et donc ça augmente les probabilités de tirer une carte qui a déjà été tirée. Et donc ça augmente les probabilités de tirer une carte de placement d'un soldat nazi sur une carte où il y a sur un emplacement où il y a déjà eu la carte a déjà été tirée et puis l'emplacement est déjà occupé par un soldat nazi. Donc
Au début, il n'y a pas beaucoup de soldats, mais au fur et à mesure de la partie, ça va se remplir rapidement. Donc là, on a fait un résultat de 1, 2 ou 3, donc il n'y a pas de placement de soldats nazis. Ça aurait été sur 3, sur 4, 5 ou 6. Maintenant, on va déterminer un peu la même chose pour le Zeppelin. Alors le Zeppelin, lui, on roule un dé pour lui donner 4 points de mouvement. Et on va tirer une carte location. Ici, les îles interdites, qui correspond un peu à Madagascar. Donc, est-ce que en 4 points de mouvement, le Zeppelin peut se rendre ici? Je pense que oui, parce que là, il va en mer pour 2 points de mouvement. Ok. Et puis ça c'est une seule zone, hein. Pour un troisième point, il est ici, donc il est là, il n'y a pas de problème. Même s'il y a un petit bras de mer ici, c'est considéré comme un seul espace. Donc il est parvenu en 4 points de mouvement à, à son objectif géographique qui était la Madagascar. Et s'il y parvient, eh ben, on prend un soldat nazi. Et on va le laisser ici. Donc là aussi, c'est le deuxième moyen euh, pour, pour mettre en jeu un nouveau soldat nazi. Alors une fois que c'est fait, on va passer vraiment à la phase de vilain. On va commencer donc par le colonel Stahl. Le colonel Stahl, il est un emplacement d'un temple. Et donc il va essayer de collecter des points de fortune. Alors un héros ici devrait réussir des dangers. À chaque danger réussi, il pourrait prendre un point de fortune. Mais les nazis fonctionnent d'une manière un peu différente. On va simplement jeter des dés. Colonel Stahl a 3 points de search, de recherche. Donc ça veut dire qu'il a 3 dés. Quand il cherche, normalement, ils ont aussi une réussite sur 4, 5 et 6. Le colonel Stahl, lui, c'est un peu différent. Il a aussi une réussite sur un 3. Donc sur 3, 4, 5, 6, il réussit. Mais sur 1 ou 2, il prend une blessure. Bon, il a, euh, il a 7 points de wounds. Donc, on va prendre 3 dés de recherche par colonel Stahl. Voilà. 3, 4, 5, 3, 4, 3. Donc 3, 4, 3, en fait, il a 3 réussites. 3 réussites, c'est 3 pièces d'or, pièces de fortune qu'il gagne. Alors, dans ce jeu-là, les nazis n'augmentent pas de 1 pour chaque point de fortune, mais à chaque fois qu'ils en ont 3, ils peuvent augmenter leur piste de 1. C'est-à-dire s'ils en avaient 2, ça serait resté comme ça. Et puis au troisième point de fortune collectée, aussi bien par Colonel Stahl que par Artefel, c'est aussi un pool commun. Immédiatement, ça serait défaussé. Et puis c'est ce qu'on va faire. Et on va monter l'échelle de 1. Donc là, les 3, à chaque triplet, en fait, 3 ici. Puis là, il passe à 2. Okay. Donc voilà pour notre ami le colonel Stahl. Là, l'artefact en fait est encore là. En fait, rien n'a été pris. On a en fait avec les temples ont une fonction un petit peu différente des autres artefacts. En fait, c'est un lieu. Mais c'est toujours très intéressant de prendre le dernier point de fortune sur sur la carte. Pourquoi? Parce que le dernier point de fortune permet au joueur de gagner en fait cette
cette petite figurine. Alors, si c'est un héros, c'est un peu considéré comme un artefact, c'est-à-dire que ça peut être vendu en ville pour 3 points de fortune, 4 points si c'est revendu dans une ville majeure. Et pour les nazis, c'est aussi intéressant parce qu'à chaque artefact pris, c'est deux crans de progression immédiat sur leur piste de victoire. Donc c'est aussi intéressant pour les héros de venir à cet emplacement-là pour essayer, même s'il n'y a plus beaucoup de points de fortune à glaner, le fait de pouvoir récupérer le dernier et puis la petite figurine, c'est quand même intéressant, ça permet de gagner des points de fortune et d'en enlever et d'enlever des points de victoire aux nazis. Le problème, c'est que sur les temples, il y a un danger d'écroulement. Le danger d'écroulement, il peut être provoqué soit par les nazis, soit par les héros. Si un nazi, en fait j'utilise pour ça une règle un petit peu différente que la règle officielle, mais en gros, pour moi, c'est que si un nazi, quand il fait sa recherche, il roule son dé, si il obtient un 1, déjà il a normalement une blessure, mais là, en fait, ça s'est pas produit. Mais en plus de ça, il roule un certain nombre de dés qui est égal au nombre de dangers. Donc les dangers, c'est ça, qu'il y a sur le temple. Il va rouler 3. Par exemple, s'il avait fait un 1, si son résultat, ça avait été ça, il reprend ses 3 dés, puisqu'il y a 3 dangers. Et là, sur un résultat de 1 ou 2, il rajoute un jeton collapse, donc un jeton écroulement, sur le temple. Et dès qu'il y a 3 jetons écroulement, le temple s'effondre. Le temple s'effondre et il faut que les joueurs essayent de faire une tentative de fuite. Je ne sais pas si on le voit là, c'est sur la capacité combat avec une réussite à 6 ou plus pour pouvoir s'enfuir sans dommage. Autrement, le personnage est KO. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que s'il y avait des héros présents là aussi sur le temple, aussi bien les nazis vont pouvoir mettre des jetons collapse sur le temple, mais également nos héros. Nos héros, c'est un peu différent puisqu'ils n'ont pas de dés de recherche. Un héros, à chaque fois qu'il va être en cliffhanger sur cet emplacement-là, comme c'est le cas du Dr Zukov, il est en cliffhanger. À chaque fois qu'il est en cliffhanger, que quelqu'un est en cliffhanger là-dessus, il va aussi jeter un certain nombre de dés qui dépend du nombre de dangers sur le temple, et puis sur un résultat de 1 ou 2 pour les dés, il va ajouter un jeton collapse. Quand on arrive à 3, le temple s'écroule. Le temple s'écroule, mais au prochain tour, si il a réussi sa fuite, au prochain tour, il devra quand même affronter le cliffhanger qui était sa situation initiale. Donc ça c'était pour les temples, qui est un petit peu un cas particulier, mais c'est un cas qui revient assez souvent parce que on l'a vu quand les nazis se déploient sur le terrain, ils vont systématiquement dans les lieux où l'artefact est le plus payant en termes de points de fortune, et puis en fait on se rend compte dans le deck que les temples, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est systématiquement eux qui payent le plus. Donc on va très souvent trouver un nazi ici. Et très souvent, on va avoir aussi un héros qui va vouloir un petit peu essayer de mettre la main sur des points de fortune ou sur
sur la figurine de temple. Donc là, nous avons fait le tour du colonel Stahl, qui a réussi à faire avoir 3 succès sur la recherche d'artefacts dans les Alpes. Erdteufel, lui, de son côté, va essayer, il n'est pas sur un temple, mais il va essayer de collecter des points, des réussites, de manière à avoir 4 réussites pour essayer de récupérer l'artefact. Donc, il a 4 dés de recherche, mais attention, sur un résultat de 6, ça lui donne 2 réussites, et non pas 1. Donc sur 4-5, il a une réussite, sur un 6, il a 2 réussites. Donc on va voir, il lui faut 4 réussites. Bon, ça c'est sûr, ça donne rien, ça donne rien, ça donne rien. Et puis là il a un 6, donc il a 2 réussites. Voilà. Donc en gros là le tour est terminé pour la phase de vilain. Alors il y a pour les vilains en fait il y a des petites il y a des choses qui peuvent arriver. Si un héros est sur l'emplacement d'un vilain et que le héros arrive à subtiliser l'artefact, le vilain revient, il n'y a plus d'artefact, il n'a plus de raison d'être déployé sur le plateau, il revient dans sa base, dans un statut retardé, donc couché. S'il perd un combat et qu'il a un certain nombre de blessures égales à son niveau de wounds, là il est carrément KO. Et puis il va revenir, donc non pas retardé mais KO, c'est-à-dire que la carte en plus retourner comme j'avais expliqué. Donc voilà, premier tour de jeu. Bon, on voit que les nazis ont 2 et potentiellement nos héros n'ont pas grand-chose, puisque Sharon a pas été très loin, elle n'a pas eu beaucoup de mouvements. Et puis Dr Zukov, bon, il va falloir au prochain tour qu'il affronte le Yeti pour essayer d'avoir un 4e succès et obtenir en fait l'artefact qu'il convoite, l'orbe du singe d'or. Donc voilà un petit peu comment s'articule le jeu. À chaque fois qu'un artefact est pris par une organisation criminelle ou par un héros, complètement en fin de tour, une fois que les héros ont joué, que les vilains ont joué, on va recréer un couple de cartes, on va recréer un nouvel artefact, on va piocher une carte de localisation. Et donc il va toujours y avoir 4 artefacts en jeu. Donc voilà un petit peu une petite présentation succincte du jeu Fortune and Glory. Un jeu, comme vous pouvez le voir, quand on voit la police de caractère qui fait clairement référence à Indiana Jones, hein. Un jeu, quand on voit cette immense boîte pleine de matériel, pleine de belles illustrations, un jeu qui promet beaucoup, mais je dois le dire, c'est aussi un jeu qui tient ses promesses. C'est un jeu qui vous promet du rêve, qui vous promet du suspense, des retournements de situation. Toutes ces choses, vous allez les vivre dans une partie de Fortune and Glory. C'est un jeu qui, en soi, est simple. C'est un jeu où on va un petit peu presser sa chance, un petit peu on va faire des jets de dés, on va essayer d'aller toujours un petit peu plus loin, de prendre des risques, un petit peu la prise de risque au dé.
euh, un petit côté stop ou encore, mais c'est une mécanique que je trouve qui va extrêmement bien, qui est extrêmement bien adaptée à l'esprit, à cet esprit aventureux, euh, où les héros vont toujours aller un peu plus loin qu'il faudrait, on oublie d'être raisonnable, on prend des risques. Bon, c'est tout le charme de ce jeu-là. C'est un jeu qui est pas dans, qui est pas dans les mécaniques habituelles, pour moi en tout cas. C'est pas un type de jeu qui m'a, qui m'aurait attiré comme ça. J'avais vu euh, Ben sur la chaîne des jeux sur la table en faire une démonstration et j'ai tout de suite cliqué, j'ai tout de suite trouvé qu'il y avait quelque chose de super sympa, de hyper immersif là dans ce jeu. Et donc j'ai acheté le jeu et je regrette pas, j'ai fait déjà pas mal de parties, toujours avec grand plaisir. Il y a un petit bémol, c'est à mon avis le seul bémol que je peux trouver à ce jeu-là, c'est le deck de cartes danger. Bon, on a vu que à chaque fois que nos héros vont vouloir essayer de récupérer des artefacts, il va falloir passer à travers certains dangers. Et ces dangers-là sont les dangers qui sont dans cette pile de cartes-là. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, les cartes sont épaisses, hein. Il n'y a pas tant de dangers que ça. Dans la pratique, au bout de 2 parties, en gros, vous êtes passé à travers le paquet, hein. Donc, il y a plus de surprise quasiment au bout de 2 parties, du moins sur la phase danger, puisque si le danger n'est pas réussi, on passe sur la phase cliffhanger, et ça c'est quand même plus rare de dévoiler ce côté-là de la carte. Mais sur le côté danger, en fait, je trouve que c'est un peu léger, d'autant plus que il y a pléthore de matériel, tous les événements, ben, il y a ce qu'il faut, les équipements, les divers alliés, les événements dans les villes, même les événements de vilains, les possibilités de faire je sais pas combien d'artefacts avec le couple de cartes, tout qui est super bien trouvé. Les ennemis, tout ça en fait, le matériel est riche. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient un peu négligé les cartes danger qui sont presque le moteur du jeu, on va dire. En tout cas, le moteur qui fait un peu rêver le joueur, puisque le défi va beaucoup venir en fait du tirage de ces cartes. Donc, bon, ça n'empêche pas de pouvoir jouer rien qu'avec la boîte de base, hein. Elle est quand même, les parties sont renouvelées, il n'y a pas de problème, mais on a toujours envie d'un peu plus. Moi, j'ai trouvé le jeu vraiment bien. Pour ma part, j'ai pas hésité, j'ai commandé les 2 boîtes d'extension qui proposent des nouvelles cartes danger, mais aussi des nouveaux personnages. Il y a une nouvelle organisation aussi de méchants qu'on a affronté au tout début. L'ordre de la main pourpre, il me semble, qui va faire l'objet vraiment d'une organisation criminelle à affronter, en plus de la mafia et des nazis de la boîte de base. Il y a des nouvelles figurines, des nouveaux personnages, bon, et surtout des nouvelles cartes danger. Donc ça, pour moi, qui a eu, je dois le dire, un beau coup de cœur dans un jeu qui était a priori pas pour moi, hein, un jeu où je suis le premier étonné à aimer autant. Mais je dois dire que j'ai passé tellement de bonnes soirées avec ce jeu-là, tout seul, euh, à jeter mes dés. Il y a un côté qui va plaire forcément aux anciens rôlistes ou aux actuels rôlistes. Ce côté fiche de personnage, progression de l'histoire, et puis jet de dés sous des compétences. Ça peut faire que plaisir aux rôlistes. Donc un jeu à conseiller, euh, à conseiller aux joueurs solitaires, mais aussi à conseiller dans d'autres configurations, hein. On peut jouer à plusieurs,
On peut jouer en famille parce qu'il y a peut-être beaucoup de matériel, tout ça, mais le fond du jeu n'est pas si compliqué que ça. On peut très bien jouer avec des gens qui n'ont pas l'habitude des jeux un peu costauds. Euh, Si on les prend en main dans une partie un peu coopérative, il n'y a pas de problème. On peut jouer avec tout le monde, même avec des enfants. On peut jouer aussi de manière compétitive à plusieurs, où il va y avoir une espèce de course, et puis il va y avoir quelques coups bas, il y a quelques cartes qui permettent de faire des coups bas à ses adversaires, de les ralentir, qui peut être intéressant, mais j'ai pas joué en mode compétitif. En tout cas, pour les amateurs de jeux solo, Fortune and Glory, un jeu que je vous conseille vivement d'essayer. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine, salut!